Papa n'a pas baissé la voix quand il l'a dit. Il a poussé l'enveloppe de l'autre côté de la table comme un trophée et m'a dit « Nous avons donné ton fonds de mariage à ta sœur. Elle mérite un vrai mariage. » La pièce s'est figée. Ma mère a hoché la tête. Ma sœur a souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé mon fiancé. Et quand il s'est levé de sa chaise, a sorti son téléphone et a dit « Est-ce que je devrais leur dire ce que je fais dans la vie ?» Ce sourire a disparu si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait coupé le courant. Mais la vérité n'a pas commencé à cette table. J'ai grandi dans une maison où l'amour avait toujours un projecteur braqué sur lui. Et d'une certaine manière, il ne s'arrêtait jamais longtemps sur moi. Mes parents croyaient à la réussite comme certaines familles croient à la religion. Mesurer, afficher, vénérer. Les murs de la salle à manger en étaient la preuve. Chaque cadre contenait une étape de la vie de ma sœur. Ses trophées de débat, son admission à l'université, sa première promotion. Mes souvenirs vivaient dans l'ombre entre ces cadres, silencieux et non célébrés. J'ai appris très tôt à évoluer dans cette maison sans attendre grand-chose. Je gardais la tête basse, je construisais ma petite carrière de graphiste indépendante et je faisais semblant de ne pas remarquer à quelle fréquence les conversations revenaient vers la fille qui les rendait fiers. Ce n'était pas de la jalousie. C'était la douleur d'être à moitié visible dans l'endroit qui m'avait élevé. La seule personne qui me voyait entièrement était la femme qui vivait juste en face de ma chambre d'enfant, ma grand-mère. Elle pressait des biscuits chauds dans mes mains et disait que la douceur était pour l'équilibre, parce que le monde n'était pas toujours juste. Elle apportait de la douceur à une vie qui ressemblait souvent à du papier de verre. Mon fiancé l'a rencontrée avant de rencontrer quiconque d'autre dans ma famille. Il est arrivé avec un simple pull et un jean usé, une gentillesse dans les yeux que ma grand-mère a reconnue instantanément. Ils ont parlé pendant 1 heure ce premier jour. Quand il est parti, elle m'a serré le bras et a chuchoté « Il est plus solide qu'il n'en a l'air. » Elle avait raison. Il n'a jamais essayé d'impressionner. Il s'est juste présenté avec une force tranquille dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mes parents n'ont rien vu de tout cela. Pour eux, sa simplicité signifiait une insuffisance. Ils ont posé des questions vagues sur son travail, mais seulement de la manière dont quelqu'un coche une case qu'il a déjà décidé être vide. Quand il n'a pas élaboré, ils ont écrit leur propre histoire, qu'il manquait d'ambition, qu'il n'était pas à son niveau à elle. Ils n'ont jamais demandé à quel niveau moi je voulais être. À mesure que la saison des mariages approchait, la tension s'épaississait. Ma sœur pouvait à peine contenir son excitation en énumérant les lieux, les menus, les acomptes déjà versés. Mes parents hochaient la tête avec cette approbation chaleureuse que j'avais poursuivie pendant des années. J'observais depuis le bord de la conversation, prétendant que le nœud dans mon estomac n'était que du stress. Ma grand-mère l'a remarqué. Elle le faisait toujours. Un après-midi, en taillant les roses dans son petit jardin, elle a dit « Parfois, les pièces les plus bruyantes sont celles qui contiennent le moins de vérité. » Je n'avais pas compris alors, mais je comprendrai plus tard. Tout le favoritisme, le déséquilibre, les fissures dans notre famille menaient à ce dîner dominical. Le soir où mon fiancé s'est levé et où la vérité est enfin sortie à la lumière. Les semaines après ce dîner se sont resserrées autour de moi comme une étreinte lente et délibérée. Chaque conversation dans ma famille revenait au mariage de ma sœur, ses visites de lieux, ses essayages de robes, les acomptes qu'elle avait placés avec confiance. Ma mère répétait l'expression « un vrai mariage », si souvent qu'elle commençait à ressembler à un jugement gravé dans la pierre. J'essayais de laisser glisser, mais chaque mention ressemblait à une autre petite main me poussant hors de ma propre vie. Mon père n'aidait pas. Il jetait un coup d'œil à mon fiancé avec le sourire poli que les gens utilisent quand ils sont sûrs d'être généreux. La stabilité compte, a-t-il dit une fois, remuant son café comme si le rythme le calmait. Vous devriez tous les deux réfléchir attentivement avant de prendre des engagements que vous ne pouvez pas tenir. C'était formulé comme un conseil, mais le message était clair. Il ne croyait pas que nous pouvions nous débrouiller seuls. Il ne croyait pas que je pouvais construire quelque chose de durable avec un homme qui n'étalait pas ses accomplissements. Ma sœur absorbait tout cela avec une joie brillante et inconsciente. Elle s'asseyait sur le canapé décrivant les arrangements floraux, son excitation débordant tandis que mes parents se penchaient, suspendus à chacun de ses mots. Je restais silencieuse, les mains jointes sur mes genoux, me demandant comment une famille pouvait faire de la place pour une fille si facilement et laisser l'autre pressée contre les murs. Le tournant est arrivé à l'aéroport.
Ma grand-mère avait été invitée, ou du moins nous le croyions, à se joindre à eux pour un court voyage de célébration. Elle s'était habillée avec soin ce matin-là, lissant son chemisier avec un espoir qui me serrait la gorge. Mais au comptoir d'enregistrement, l'agent a froncé les sourcils, tapé quelques fois, et a dit « Il n'y a pas de réservation à ce nom ». Mes parents ont échangé des regards rapides, le genre qui ne dure qu'une seconde mais qui dit tout. Ma sœur fixait son téléphone. La main de ma grand-mère a tremblé légèrement, alors qu'elle ajustait la sangle de son sac. Peut-être qu'il y a une erreur, a-t-elle chuchoté. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait jamais eu de siège pour elle. Elle ne faisait pas partie de leur plan. L'humiliation s'installe différemment quand elle touche quelqu'un que vous aimez. Elle est plus lourde, plus personnelle. Je l'ai senti me frapper comme un poids physique. Mes parents ont offert des excuses, des confusions, des malentendus, des oublis, mais aucun n'a atteint ses yeux. Elle a simplement hoché la tête, remercié l'agent et s'est mise de côté avec une dignité plus tranchante que n'importe quelle excuse qu'il pouvait offrir. Je me tenais à côté d'elle, silencieuse. Je n'ai pas pleuré non plus. J'ai juste regardé mon fiancé. Le bruit de l'aéroport s'est estompé en un bourdonnement derrière nous. Quelque chose dans son expression a changé. Une colère silencieuse, un but ferme. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Ma grand-mère n'a pas dit un mot sur le chemin du retour. Elle s'est assise droite, les mains jointes sur ses genoux, fixant la fenêtre alors que la ville défilait floue. Toutes les quelques minutes, elle faisait un petit signe de tête comme si elle était d'accord avec une pensée qu'elle seule pouvait entendre. Quand nous sommes arrivés dans son allée, elle nous a remerciés avec un sourire doux qui a brisé quelque chose en moi. Elle se déplaçait lentement, prudemment, comme si sa déception pesait plus que ses os ne pouvaient porter. À l'intérieur, la maison sentait la lavande et les vieux livres. Elle est allée directement à la porte du jardin, l'a ouverte et est sortie sur le petit patio. J'ai observé depuis le seuil alors qu'elle s'agenouillait parmi ses roses, touchant chaque tige comme si elle s'excusait de les avoir laissées, même juste pour une matinée. Le calme autour d'elle semblait fragile, comme une pièce où quelqu'un venait de recevoir une mauvaise nouvelle mais ne l'avait pas dite à voix haute. Quand elle a enfin parlé, sa voix était stable. « Ils ne m'ont pas oublié, Anna. Ils ont décidé que je n'étais pas nécessaire. » Elle a retiré une feuille flétrie d'une tige, ses mains douces. Les gens se révèlent dans les petits choix. C'était un choix. Je me suis assise à côté de ses genoux dans la terre. Je n'ai pas essayé de défendre qui que ce soit. Il ne restait plus rien à défendre. Plus tard dans la soirée, pendant qu'elle préparait du thé, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une pensée familière me poussait en avant. Quelqu'un devait la protéger, même si ce quelqu'un n'avait jamais été moi auparavant. J'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur la maltraitance financière des personnes âgées. Plus je lisais les définitions, les signaux d'alarme, les exemples, plus une clarté douloureuse s'installait. Ce n'était pas juste le billet oublié. C'était la façon dont mes parents parlaient de ces économies, la façon dont ma sœur plaisantait sur la réallocation des ressources. La façon dont les décisions étaient prises autour d'elle au lieu d'avec elle. Toutes les pièces se sont mises en place silencieusement. Quand Liam est entré, il s'est arrêté derrière moi, lisant par-dessus mon épaule. « Tu penses qu'ils ont franchi cette ligne ?» a-t-il demandé doucement. « Je pense qu'ils l'ont effacée il y a longtemps. » Ma voix m'a surprise. Elle ne tremblait pas. Elle n'était pas incertaine. Il a posé une main sur mon épaule, m'ancrant au sol. Alors on n'attend pas qu'il recommence. Le lendemain, nous avons rencontré quelqu'un spécialisé dans la protection des personnes âgées. Elle a écouté attentivement, posé des questions précises et n'a pas bronché quand j'ai décrit l'aéroport. Quand elle a exposé nos options, la pièce a semblé changer. Le pouvoir que j'avais senti m'échapper pendant des années est revenu en place, calme, mais solide. Au moment où nous avons quitté son bureau, le plan était établi. Et quand ma famille reviendrait de son voyage parfait, elle ne trouverait pas un accueil chaleureux. Elle trouverait des conséquences. Ils ont atterri un jeudi après-midi, roulant leurs bagages à travers le hall des arrivées avec cette confiance légère des gens qui croient que le monde se pliera toujours à eux. Mes parents avaient l'air détendus, réchauffés par le soleil, discutant des restaurants qu'ils avaient aimés. Ma sœur marchait légèrement devant, faisant défiler des photos sur son téléphone, planifiant probablement déjà lesquelles postèrent. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un les attende, mais Liam et moi étions au bout de la barrière,
et à côté de nous se tenait l'avocate, calme, posée, tenant un dossier assez épais pour faire vaciller le sourire de mon père avant même qu'il ne nous atteigne. Ma mère a ralenti la première. « Anna, qu'est-ce que tu fais là ?» Ma grand-mère s'est avancée de derrière nous. Elle avait insisté pour venir, non par colère, mais parce qu'elle voulait être présente, voulait que sa voix compte pour une fois. Elle portait un gilet bleu marine et tenait son sac à main soigneusement devant elle comme si elle se préparait à un impact. Les yeux de ma sœur ont filé de moi à l'avocate. « C'est quoi ça ?» L'avocate a parlé d'un ton professionnel et égal. « Je suis ici au nom de votre mère. Nous devons discuter de l'utilisation non autorisée de ces biens et de l'incident à l'aéroport. » Le visage de mon père s'est vidé de son sang. « Quel incident à l'aéroport ?» Ma grand-mère a répondu calmement. « Celui où vous m'avez laissé sans billet. » Le silence est tombé comme une enclume. Les voyageurs nous dépassaient, les roues roulant, les conversations montant et descendant. Mais à l'intérieur de notre petit cercle, l'air semblait épais, immobile. Ma sœur a ricané. « C'était une erreur, maman. On l'a expliqué. »« Non, » a dit ma grand-mère, sa voix plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. « Vous n'avez rien expliqué. Vous avez évité. Vous avez minimisé. Vous m'avez dit que je devais être confuse. Comme si la confusion était mon état par défaut. » Elle a regardé directement sa petite fille aînée. Je n'étais pas confuse. La mâchoire de mon père s'est serrée. Nous n'avons pas besoin d'un avocat pour ça. L'avocate lui a tendu l'enveloppe. Maintenant, si. Il l'a ouverte, parcourant le contenu. Documentation des relevés de retrait mettant en évidence les incohérences, un rapport de l'incident à l'aéroport et une convocation formelle à une audience de médiation. À chaque page, les rides sur son front se creusaient. Le sac de ma sœur a glissé de son épaule. Il a touché le sol avec un bruit sourd, ignoré par tout le monde. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» a-t-elle exigé. « Cela veut dire, ai-je dit en m'avançant, qu'elle ne sera plus écartée. Par aucun de vous, plus jamais. » Mon père m'a regardé, les yeux perçants. « Alors c'est ton œuvre. »« Non, ai-je dit. C'est le résultat de votre œuvre. » Il s'est hérissé. Nous avons soutenu cette famille pendant des décennies. N'ose pas, vous avez soutenu Émilie, ai-je corrigé. Vous l'avez encouragée, célébrée, protégée. Et quand il s'agissait de grand-mère, vous avez décidé qu'elle était optionnelle, jetable. Ce n'est pas juste, a chuchoté ma mère. C'est juste, a dit ma grand-mère doucement. Plus juste que la façon dont vous m'avez traité. Ma sœur a finalement trouvé sa voix, cassante et fragile. Pourquoi on nous traite comme des criminels? On t'a aidé avec tes factures. On gère tes comptes depuis des années. On te rendait service. Les yeux de ma grand-mère brillaient, pas de larmes, mais de quelque chose comme de la résolution. Vous avez géré mes comptes parce que je vous faisais confiance. Vous avez utilisé cette confiance pour avancer vos propres projets. Mon père a craqué. Nous n'avons jamais rien pris qu'elle n'ait approuvé. L'avocate est intervenue, stable et impassible. L'intention sera examinée lors de la médiation. C'est le schéma qui compte. Contrôle sur les finances. Prise de décision sans consentement, exclusion des voyages. Ce sont tous des indicateurs d'exploitation financière. Le calme de ma sœur s'est fissuré. C'est ridicule. Dis-leur, papa. Mais papa fixait juste les papiers, sa bravade s'effondrant. Pas encore de culpabilité, mais de la peur des conséquences qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir l'atteindre. Ma mère a regardé Liam, cherchant un endroit doux où atterrir. Tu la laisses déchirer la famille. Liam n'a pas bronché. Je la soutiens pendant qu'elle protège quelqu'un qui méritait d'être protégé bien avant aujourd'hui. Ma sœur a aboyé un rire. C'est ça alors? Tu joues au héros? Tu nous as à peine dit ce que tu faisais comme travail. Liam a expiré, lent et contrôlé. Tu as raison, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait. Ma sœur a levé les yeux au ciel. Bien sûr que j'ai raison. Tu le cachais. Non, a-t-il corrigé. J'ai été sélectif avec qui je fais confiance. Il a plongé la main dans sa veste et a sorti son téléphone. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas essayé d'impressionner qui que ce soit. Il a simplement ouvert une page et l'a tendue pour qu'il voie. C'est ce que je fais dans la vie.
Ma sœur s'est penchée et son visage s'est décomposé. L'assurance a glissé de ses traits comme de la peinture rincée par l'eau. Toi? A-t-elle bégayé. Tu diriges ça? Il a hoché la tête une fois. Mon père a cligné des yeux rapidement. Mais tu as dit que tu étais dans la tech. Je le suis, a dit Liam, juste pas de la manière dont vous l'avez supposé. Ma mère a mis une main sur sa poitrine. Mais pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Parce que le succès n'excuse pas le manque de respect, a-t-il dit. Et le respect ne nécessite pas de succès. Ma grand-mère a souri faiblement à cela. Mon père a essayé de récupérer, essayé de ramener sa dignité autour de lui comme un manteau déchiré. Impliqué quand même des avocats. C'est extrême. Ce que vous avez fait était extrême, ai-je dit. La laisser à l'aéroport était extrême. Utiliser ses économies sans sa pleine compréhension était extrême. Ma sœur a croisé les bras. Très bien, tu veux nous humilier? Félicitations. Ce n'est pas de l'humiliation, ai-je dit calmement. C'est de la responsabilité. L'avocate s'est approchée. Vous devrez confirmer une date pour la médiation. C'est obligatoire. La voix de ma mère a vacillé. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Alors le tribunal procède sans votre avis, a répondu l'avocate. Une pause, un changement. Ma sœur a chuchoté. Papa, fais quelque chose. Mais il ne pouvait pas. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait aucun levier, aucun angle d'attaque, aucun discours préparé. Il a regardé ma grand-mère, non pas avec affection, mais avec la réalisation naissante que le pouvoir qu'il détenait sur elle avait disparu. Ma grand-mère a soulevé son sac à main, l'installant sur son épaule. Je rentre chez moi maintenant, a-t-elle dit. Anna va m'emmener. Elle s'est tournée et pendant un moment, je l'ai vue non pas comme fragile mais comme formidable, quelqu'un qui s'était enfin souvenu de sa propre valeur. Alors que nous nous éloignions, la voix de ma sœur s'est élevée derrière nous, se brisant sous le poids des conséquences qu'elle ne s'était jamais attendue à affronter. Ça va tout gâcher. Liam a jeté un coup d'œil en arrière, juste une fois. Non, a-t-il dit. Ça va tout révéler. Et ce fut le cas. La médiation a eu lieu 6 semaines plus tard dans un bureau calme du centre-ville. Pas de robe de juge, pas de marteau dramatique, juste une longue table, un médiateur neutre et le poids des choix enfin tenus à la lumière. Ma grand-mère était assise à côté de moi, les mains soigneusement jointes, la voix stable alors qu'elle confirmait chaque détail. Les retraits qu'elle ne comprenait pas entièrement. Le voyage qu'on lui avait promis. L'humiliation de l'aéroport qu'elle sentait encore dans ses os. Mon père a essayé de justifier. Ma mère a essayé d'adoucir. Ma sœur a essayé de nier. Mais les faits ne pliaient pas et le médiateur n'a pas bronché. À la fin de la séance, les fonds de ma grand-mère ont été restaurés. Chaque euro justifié, retourné en paiement structuré supervisé par le tribunal. Elle a également mis à jour son testament calmement et sans cérémonie, retirant ceux qu'il avait traités comme une obligation au lieu d'une famille. Elle ne l'a pas fait par vengeance. Elle l'a fait pour protéger sa paix. Par la suite, elle a emménagé dans une petite maison près d'une jardinerie. Elle a planté des fleurs à nouveau, des roses, des hortensias, des herbes qu'elle gardait près de la fenêtre. Elle semblait plus légère debout dans la lumière du soleil, comme si ses épaules s'étaient enfin détendues après des années à se faire toute petite pour garder la famille calme. Quant à moi, quelque chose a changé. Je me suis inscrite à un programme de défense communautaire, apprenant à soutenir les personnes âgées qui ne savent pas toujours comment parler pour elles-mêmes. Cela ressemblait à un but, comme le début de quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et même maintenant, quand je passe devant le jardin de ma grand-mère et que je la vois tailler un rosier, je me rappelle la même question que je vais vous poser. Avez-vous déjà eu à protéger quelqu'un de sa propre famille? En fin de compte, j'ai appris que le véritable amour n'exige pas le silence, et que la famille n'est pas définie par qui partage votre nom de famille, mais par qui est présent quand ça compte. Ma grand-mère a retrouvé sa voix. J'ai trouvé la mienne en me tenant à ses côtés. Et la vérité que nous avons mise au grand jour n'a pas détruit nos vies. Elle les a reconstruites sur quelque chose d'honnête. Si cette histoire est restée avec vous, dites-moi d'où vous écoutez et partagez votre propre expérience. Avez-vous déjà dû tracer une ligne avec votre famille? Votre voix pourrait aider quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner à Les Liens du passé pour plus d'histoires comme celle-ci.